Si tu as moins de 30 ans, tu as sûrement déjà eu ce rêve, acheter ton premier appart, arrêter de payer un loyer dans le vide et commencer à construire quelque chose pour toi. Sauf qu'en 2025, ce rêve se heurte à des obstacles inédits. Les prix de l'immobilier ont explosé, les salaires, eux, n'ont presque pas bougé, et les banques, elles ferment la porte à double tour à tous ceux qui n'ont pas papa ou maman derrière. Sans oublier l'héritage d'un marché largement accaparé par les générations précédentes. Du coup, la génération Z, ta génération, est littéralement en train d'être exclue du marché immobilier. Pas parce qu'elle ne veut pas acheter, pas parce qu'elle ne sait pas gérer son argent, mais parce que le système entier est verrouillé contre elle. Et le pire, c'est qu'on te fait croire que c'est ta faute. T'as trop dépensé en Starbucks, t'as acheté un iPhone au lieu d'un studio, pendant que les prix des logements doublent en 20 ans, on voudrait te faire croire que le problème, c'est ton latte à 5€. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble pourquoi la génération Z n'a plus accès à la propriété, comment on en est arrivé là, et surtout, comment certains arrivent quand même à s'en sortir intelligemment. Parce que oui, malgré tout, il y a encore des moyens de battre le système, faut juste savoir comment jouer la partie. On a grandi avec la même idée, travail dur, épargne, et tu pourras acheter ton chez-toi. C'était simple, c'était logique, c'était la promesse de toute une génération. Et surtout, c'était possible. Nos parents, eux, ont connu un monde où acheter un appart à 25 ans, c'était normal. Un CDI, un peu d'épargne, et hop, la banque suivait. Mais aujourd'hui, ce monde-là n'existe plus. Et le pire, c'est que même les villes de province sont devenues inaccessibles. À Paris, c'est hors de prix, mais à Bordeaux, Lyon ou même Nantes, c'est exactement pareil. Les prix ont explosé 2 fois plus vite que les salaires. En 20 ans, le prix moyen d'un logement en France a doublé, fois 2,3 entre 2011 et 2020. Les salaires, eux, ont pris à peine 25%, à peine l'inflation. Donc logiquement, pour le même appart qu'un trentenaire des années 2000, il te faut 2 fois plus d'argent et 2 fois plus de temps pour le rembourser. Et pourtant, malgré tout ça, la génération Z rêve toujours d'acheter. Près de 9 jeunes sur 10 disent vouloir devenir propriétaires. Parce que c'est plus qu'un toit, c'est une sécurité, une liberté, une preuve qu'on a réussi. Sauf que ce rêve, aujourd'hui, ressemble de plus en plus à un parcours du combattant. Selon l'INSEE, le taux de propriétaires au niveau national est de 57%. Mais il retombe, on pense, autour des 25% parmi la Gen Z entre 25 et 29 ans. Et ça tombe à 5% en dessous de 25 ans. Parce qu'on te pousse à croire que c'est encore possible pour tout le monde. Les pubs, les influenceurs, les coachs IMO sur TikTok te vendent des stratégies miracles. Mais personne ne te dit la vérité, sans aide familiale, le jeu est pipé dès le départ. Le système bancaire français adore les garanties. Il adore les gens qui ont déjà de l'argent. Et il déteste le risque. Donc si tu as un job en CDD, une fiche de paie moyenne et 0 héritage, ton dossier ne vaut rien. Et ça, c'est la fracture invisible du pays. D'un côté, ceux qui ont des parents capables de les aider, et de l'autre, ceux qui partent de zéro et regardent le train passer. C'est pas une question d'effort, c'est une question d'accès. Mais attention, ça veut pas dire que c'est fini. Ça veut dire que les règles ont changé et que pour gagner aujourd'hui, faut arrêter de jouer avec les règles d'hier. Alors pourquoi c'est devenu si compliqué d'acheter quand t'as moins de 30 ans ? On va pas parler de théorie économique ici, on va parler concret. 3 raisons principales expliquent pourquoi la génération Z est bloquée. Les taux, les banques et les inégalités familiales. En premier, les taux d'intérêt. En 2021, tu avais des taux à 1%. En 2025, tu es plutôt autour des 4%. Et ça, c'est pas juste un petit chiffre, ça change tout. Prenons un exemple. Pour un emprunt à 250 000 € à 1%, tu payais environ 1 000 € par mois. À 4%, c'est 1 400 €. 400 € de plus chaque mois. Et cette différence, c'est juste à cause des intérêts. Donc pour la même maison, tu dois gagner beaucoup plus qu'avant. Et comme les salaires, eux, n'ont pas suivi, tu sors du jeu avant même d'avoir posé un pion. Deuxièmement, les banques ferment la porte. Avant, les banques prenaient un peu de risque. Depuis 2020 et les nouvelles règles du Haut Conseil de stabilité financière, le HCSF, elles ne prêtent plus qu'aux bons dossiers. Ça veut dire CDI, endettement inférieur à 35%, apport de 10% et 0 crédit à la consommation et si possible, un petit coup de pouce des parents. Selon l'Observatoire Crédit Logement CSA, le taux d'apport moyen a augmenté de plus de 40% entre 2019 et 2025. Autrement dit, une personne qui aurait pu acheter avec 10% du prix en apport en 2019 doit désormais en apporter 14% en moyenne. Cette hausse de l'exigence d'apport a mécaniquement écarté du marché de nombreux jeunes ménages modestes et donc particulièrement de la génération Z, ceux qui justement disposent de peu d'épargne. L'endettement étudiant, les prêts étudiants est moins développé en France qu'aux États-Unis par exemple, mais certains jeunes arrivent sur le marché du travail avec des petits crédits à la consommation ou des découvertes qui peuvent impacter leur capacité d'emprunt.
Si tu as un contrat précaire, CDD, intérim, si tu es indépendant ou si tu as juste envie de te lancer dans la vie sans patrimoine, la réponse des banques c'est non. Alors même que le marché et la nouvelle génération aspirent justement à plus de liberté et à entreprendre plutôt que de rester salarié pendant 50 ans. Les banques considèrent qu'avant 30 ans, la maturité professionnelle n'est pas toujours suffisante et préfèrent souvent des emprunteurs trentenaires en couple avec 2 revenus. Ce biais pénalise les plus jeunes candidats à l'achat en repoussant l'âge auquel ils pourront emprunter. Troisièmement, l'aide familiale. Jadis, on se mariait et achetait souvent en couple dans la foulée, avec 2 revenus. Aujourd'hui, les parcours sont moins linéaires, on vit plus fréquemment en solo dans la vingtaine. Or, il est bien plus difficile d'acheter seul. La solidarité familiale joue alors un rôle crucial. Les jeunes qui réussissent à acheter sont souvent ceux qui bénéficient d'un soutien de leurs parents. Aujourd'hui, 1 jeune sur 2 qui achète reçoit une aide de sa famille. Un don, une avance sur héritage, une caution, peu importe. Et forcément, ça change tout. Si tu as des parents capables de te filer 30 000 € pour l'apport, la banque t'ouvre les bras évidemment. Si t'as rien, tu restes en dehors du système. Et c'est là que le fossé se creuse. Entre les jeunes qui héritent et ceux qui galèrent, l'immobilier est devenu le nouveau marqueur des inégalités. On n'est plus dans une logique de mérite, mais dans une logique de transmission. En clair, si t'es né du bon côté, tu seras proprio à 28 ans. Si t'es né du mauvais, tu seras locataire à vie. Et pourtant, certains jeunes réussissent quand même. Pas en se plaignant, pas en attendant, mais en changeant totalement leur façon de jouer. Ok, le système est verrouillé, les prix sont fous, les banques sont frileuses et tout semble jouer contre toi. Mais il y a une bonne nouvelle, certains jeunes réussissent quand même à acheter. Pas parce qu'ils sont plus malins, pas parce qu'ils ont gagné au loto, mais parce qu'ils ont compris une chose, le jeu a changé. Et quand les règles changent, tu dois changer ta stratégie. Face à la hausse des prix, les jeunes revoient aussi leurs ambitions à la baisse sur le type de bien. Les sondages montrent qu'ils sont plus enclins à acheter un logement ancien, à rénover ou de plus petite surface. Près de 32% des 18-34 ans se disent prêts à acheter un bien ancien avec des travaux pour payer moins et faire les travaux eux-mêmes. De même, beaucoup commencent par un studio même s'ils aspirent à plus grand, en espérant ainsi faire un premier palier. Ce que faisaient déjà d'ailleurs les générations précédentes, mais l'écart entre le logement souhaité et le logement possible s'est accru. Certains n'hésitent pas à s'éloigner du centre des villes pour trouver une maison abordable en grande banlieue ou en milieu rural, quitte à avoir de longs trajets. 13% des jeunes seraient même prêts à vivre dans un habitat alternatif, tiny house, péniche, conteneur aménagé. Beaucoup de jeunes ont arrêté de rêver du T2 à Paris ou du rooftop à Lyon. Ils vont là où c'est encore accessible. Orléans, Limoges, Metz, Perpignan, Troyes, ce ne sont pas des villes instagrammables, mais ce sont des villes où tu peux encore acheter un studio pour moins de 80 000 €. C'est là que les plus malins jouent. Ils achètent dans des villes oubliées, où les loyers restent stables et où le rendement est souvent meilleur que dans les grandes métropoles. Tu préfères un appart à 600 000 € à Paris qui te rapporte rien, ou 3 studios en province qui s'autofinancent. L'immobilier ne doit pas être vu comme une carte postale, mais plutôt comme un investissement. Et ça, c'est une révolution mentale. Pendant des années, on nous a dit « d'abord achète ta résidence principale », aujourd'hui c'est l'inverse. Les jeunes qui s'en sortent font du locatif avant leur résidence principale. Cela peut sembler paradoxal, mais la logique est la suivante. Si je ne peux pas acheter là où j'habite car c'est trop cher, je place mes économies dans un petit appartement dans une ville moins chère pour le louer de façon rentable, ce qui me constitue un patrimoine et peut m'aider à terme à acheter ma résidence principale. C'est un principe qui fonctionne et que j'ai moi-même utilisé lorsque j'ai débuté à Paris et que je ne pouvais pas m'offrir un logement même avec mon salaire d'ingénieur. Et pourtant, le contexte n'était pas du tout le même, à part pour les taux d'emprunt qui étaient élevés aussi. En LMNP, en colocation ou même en courte durée, certains jeunes construisent un patrimoine dès 23 ou 24 ans. Et pendant que d'autres attendent le bon moment, eux, ils posent déjà la première brique. Certains jeunes profitent d'être hébergés même gratuitement chez leurs parents pour financer un achat locatif dont les loyers remboursent le crédit. C'est une façon de prendre pied sur l'échelle immobilière indirectement. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Avant, tu étais condamné à vivre où tu travaillais. Aujourd'hui, tu peux vivre là où tu peux te le permettre. Certains jeunes ont quitté Paris pour vivre à Clermont-Ferrand, à Angers ou à Reims. Ils gagnent quasiment le même salaire, mais paient 2 fois moins cher leur logement. Et avec les économies réalisées, ils épargnent, ils investissent et ils avancent. Le confort, c'est pas d'avoir un appart à Paris, c'est d'avoir le choix. Et puis, il y a une dernière stratégie encore marginale mais en progression, c'est l'achat collectif. Des amis, des couples, des fratries s'unissent pour acheter ensemble. C'est un moyen malin de partager les coûts, de renforcer le dossier bancaire et de réduire le risque. C'est pas pour tout le monde, mais c'est une vraie solution pour commencer. Alors oui, la génération Z fait face à un marché plus dur que jamais, mais elle a aussi les outils, la mobilité et l'audace que les générations d'avant n'avaient pas.
Le secret, c'est pas d'attendre que les prix baissent, c'est de bouger avant tout le monde. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas juste une crise de l'immobilier, c'est une crise de confiance, une fracture générationnelle et soyons honnêtes, une énorme injustice. Pendant que les prix grimpent sans fin, une génération entière regarde le rêve de la propriété lui glisser entre les doigts. Et petit à petit, elle décroche. Elle décroche de l'idée de réussir à la manière de ses parents, elle décroche de la promesse qu'on lui a faite, fais des études, travaille dur, épargne et tu y arriveras. Sauf qu'aujourd'hui, même en cochant toutes les cases, tu n'y arrives pas. Ça crée une frustration profonde, parce qu'au fond, on ne parle pas juste de briques et de béton, on parle de reconnaissance, d'un sentiment de stabilité, de sécurité et de progression. Pour beaucoup de jeunes, ne pas pouvoir acheter, c'est pas juste une déception financière, c'est une remise en question de tout un modèle de vie. Du coup, certains renoncent complètement, d'autres s'endettent trop tôt et une grande partie reste coincée dans des loyers qui mangent 40 voire 50% de leurs revenus. Et quand ton loyer bouffe la moitié de ton salaire, t'as plus de marge pour investir, pour épargner et pour construire ton avenir. L'immobilier, c'est le moteur silencieux des inégalités. Et aujourd'hui, il tourne à plein régime. Regarde un peu les chiffres. Les baby-boomers ont acheté leur premier logement à 25 ans en moyenne. Les millennials autour de 35 ans. Et la génération Z, si rien ne change, ce sera après 45 ans. Une génération entière qui passe sa jeunesse à payer pour loger dans des biens appartenant aux générations d'avant. C'est comme si tu payais le rêve de quelqu'un d'autre sans jamais avoir accès au tien. Et cette dépendance, c'est un cercle vicieux. Ceux qui possèdent continuent d'enrichir leur patrimoine, pendant que ceux qui louent voient leur argent s'évaporer chaque mois. Et au-delà de l'argent, il y a la vie. Des jeunes qui repoussent leurs projets, pas d'enfants, pas de mariage, pas de stabilité. Parce qu'ils n'ont même pas de base solide. D'autres qui quittent les grandes villes, non pas par choix, mais par contrainte. On assiste à une nouvelle migration intérieure. La France des métropoles contre la France des périphéries. Et cette fracture-là, elle redessine le pays. Moins de mixité sociale, moins de mobilité et plus de colère. Une génération qui se sent piégée entre l'inflation, la précarité et les loyers. Et le plus ironique, c'est que cette génération-là, c'est aussi la plus éduquée, la plus connectée et la plus adaptable. Elle a tout pour construire l'avenir, sauf les clés pour le financer. Et pourtant, malgré ce constat amer, tout n'est pas perdu. Parce qu'à chaque fois qu'un système devient injuste, il y a toujours ceux qui trouvent la faille. Ok, on a compris le problème. Le système est verrouillé, les prix explosent et la génération Z se fait littéralement sortir du marché. Mais la question maintenant, c'est qu'est-ce que tu peux faire toi là maintenant ? Parce que se plaindre, ça change rien. Attendre que les prix baissent, ça n'arrivera pas. Et espérer que l'État trouve une solution magique, c'est pas un plan. Le seul plan viable aujourd'hui, c'est de reprendre le contrôle sur ta stratégie. Première étape, faut désapprendre. Oublie le mythe de j'épargne 10 ans pour acheter mon appart à côté du bureau. Ça, c'était le rêve de tes parents. Le tien, il doit être différent. Aujourd'hui, le nouvel objectif, c'est pas acheter pour vivre dedans, c'est acheter pour exister dans le système. L'immobilier, c'est un levier, pas une fin en soi. Et la meilleure manière de l'utiliser, c'est d'y entrer par la porte de l'investissement. Tu veux acheter à 25 ans ? Très bien. Mais fais-le avec un bien qui s'autofinance. Laisse ton locataire payer ton crédit. C'est pas de la magie, c'est juste de la stratégie. 3. Investis avant d'habiter. L'erreur que beaucoup font, c'est de vouloir tout de suite. Le bon quartier, la bonne ville, le bon appartement. Mais en faisant ça, tu passes à côté du vrai pouvoir de l'immobilier, c'est-à-dire le levier. Commence petit, un studio, une colocation, une courte durée, peu importe. Ce qui compte, c'est de poser le premier pied dans la porte. Et une fois que ton premier bien tourne, tu apprends, tu gagnes en crédibilité auprès des banques et tu réinvestis. Le but, c'est pas de te charger de dettes, c'est de te créer un actif qui bosse pendant que toi tu vis ta vie. Les premiers achats, c'est rarement les plus sexy, mais ce sont souvent les plus intelligents. 4. Pense mobilité, pas attachement. L'autre levier, c'est la mobilité. Si tu peux travailler à distance, bouge, quitte les grandes villes. Trouve une zone où ton argent vaut encore quelque chose. Entre vivre à Paris avec un loyer à 1400 € et vivre à Reims avec un prêt de 700 €, la différence, c'est ta liberté. L'avenir n'appartient pas à ceux qui habitent là où tout le monde veut être. Il appartient à ceux qui osent aller là où les autres ne vont pas encore. Et enfin, ne joue pas seul. Parle avec d'autres investisseurs, rejoins des groupes, forme-toi, utilise des outils d'automatisation, d'analyse, de gestion locative. Aujourd'hui, tu as accès à tout ce que les générations d'avant n'avaient pas, la data, les simulateurs, les plateformes, les communautés. Si tu combines tout ça avec de la discipline et une vraie vision long terme, tu peux battre le système. La génération Z, c'est pas la génération perdue, c'est la génération qui va réinventer la propriété. Moins de béton, plus d'intelligence. Moins d'héritage, plus de stratégie. Tu ne peux pas changer le marché, mais tu peux changer ta façon d'y jouer. Et c'est comme ça
que tu gagneras. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu as déjà un truc que beaucoup n'ont plus, la lucidité. Alors abonne-toi à ma modeste chaîne, partage cette vidéo, commente pour l'aider à être vue par le plus grand nombre de personnes et surtout, ne subis plus, agis. Et moi, comme d'habitude, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.